Avoir un enfant qui se drogue peut frapper de plein fouet n'importe quelle famille, et cela quel que soit son milieu social. Que ressentent donc des parents dont les enfants développent une dépendance aux drogues dures? 4 familles de classe moyenne de Vancouver sont confrontées à ce fléau. Passé le stade du choc, elles veulent agir afin d'aider leurs enfants toxicomanes. D'où le nom d'ailleurs du groupe de discussion dont elles font partie, Souffrir ou Agir. Pendant plus d'1 an, des journalistes ont suivi ces 4 familles qui ne ménagent pas leurs efforts pour que leurs enfants restent sous traitement et surtout que leurs enfants restent en vie. Mon nom est Ray Hall. J'ai 2 fils qui sont des héroïnomanes en traitement. Mon nom est Sheila Begg. Je suis ici parce que ma fille de 21 ans consomme de l'héroïne depuis 5 ans. Linda Jordan. Je suis ici parce que mon fils a une dépendance à l'héroïne. Il s'injecte de l'héroïne. Je suis Rob Rutten. Suzy et moi, ainsi que les Hall, sommes les fondateurs du groupe Souffrir ou Agir. Notre fils, qui a aujourd'hui 20 ans, a commencé à consommer de l'héroïne à 15 ans. Il a une dépendance à l'héroïne et au crack. Bonjour, mon nom est Ross Hall. Je vous ai téléphoné vendredi dernier. Je vous ai téléphoné chaque jour depuis 10 jours et je suis sur votre liste d'attente. Quelqu'un m'a dit vendredi que je pourrais entrer chez vous lundi. Je suis un traitement à la méthadone. Je vais donc devoir obtenir une ordonnance de mon médecin. Je suis un traitement à la méthadone depuis 5 mois, mais la méthadone n'a d'effet que sur la dépendance à l'héroïne, pas sur celle à la cocaïne. Croyez-vous que j'ai une chance d'entrer ce soir? D'accord, c'est ce que je vais faire. Au revoir. Il y a tellement de gens dans cette ville qui en ont besoin. Quand cette épreuve a commencé, il y a 4 ans, j'étais beaucoup plus stressée qu'aujourd'hui. Finalement, je m'y suis presque habituée. Ross a grandi dans une famille très classe moyenne. Ray a longtemps travaillé dans l'industrie cinématographique, puis il est devenu professeur à l'université. Je suis restée à la maison pour élever mes enfants. Nous avons une belle maison, dans un beau quartier. Ils ont étudié dans de bonnes écoles. Ils ont fait tout ce que font les enfants de la classe moyenne. Mais lorsqu'on assemble les morceaux du casse-tête, on réalise qu'ils consommaient des drogues dures à l'âge de 14 ou 15 ans. Ce qui est particulièrement frustrant avec la dépendance à la drogue, c'est qu'une personne peut sembler être dans un état tout à fait normal. Puis, en un clin d'œil, elle est capable du pire, simplement pour pouvoir se procurer sa dose. Il a pris de l'argent dans nos portefeuilles. Il a pris nos cartes de crédit, défoncé la porte de sa chambre à coucher. On se met à réfléchir, on retourne en arrière en se demandant où est-ce que je me suis trompée, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Je crois bien que le pire jour de ma vie a été le jour de la fête des mères. J'ai fini par me battre avec lui, littéralement, alors qu'il tenait une seringue à la main. Je devais avoir perdu la tête. Il a réussi à m'échapper. Il s'est enfui en bas, s'est enfermé dans une pièce et je savais qu'il était là à se piquer avec cette seringue et je criais « Non, Ross, non! S'il te plaît, ne fais pas ça! » Puis un ami est arrivé à la maison. Ça a été tout un choc quand j'ai découvert que notre fils consommait de l'héroïne, ici à Vancouver, du côté ouest. Au début, je n'arrivais même pas à prononcer le mot héroïne. Je disais plutôt le mot en H.
Au tout début, je croyais naïvement qu'il suffirait de téléphoner dans un de ces centres de traitement et de dire « Hey, j'aimerais que mon fils soit soigné chez vous ». Je n'aurais jamais imaginé que les listes d'attente étaient si longues. Puis, au moment où le nom de notre fils arrivait en tête de liste, on nous faisait savoir qu'il devait être sobre depuis 2 semaines avant de pouvoir entrer. Pour nous, ça voulait pratiquement dire qu'il devait être guéri avant de pouvoir recevoir le traitement. Progressivement, pendant cette attente, il est passé de fumer l'héroïne à se l'injecter. Il s'injectait aussi de la cocaïne. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'on peut aussi fumer de l'héroïne. C'est ce qui en fait une drogue aussi insidieuse et diabolique, car elle permet aux jeunes de passer très facilement d'un tabou à un autre. Notre fils combat une dépendance depuis environ 4 ans. Il est sobre depuis 6 mois, mais s'il devait avoir une rechute maintenant, ce serait très dur. Kip est détenu depuis le 31 janvier. Février, mars, avril, mai, ça fait donc 4 mois. Tu aimes ta grand-maman, ton grand-papa? As-tu un bon week-end? Tu veux que papa revienne à la maison? Il sniffait de la drogue, de l'héroïne, avant la naissance de Brandon. Lui et la mère de Brandon ont ensuite commencé à utiliser des seringues. Et je sais qu'au début, la mère de Brandon faisait les injections de Kip parce qu'il n'y arrivait pas tout seul. Peu de temps après la naissance de Brandon, nous avons tenté une première désintoxication à la maison. Il n'y avait pas de lit disponible et quand un toxicomane dit qu'il veut de l'aide, il faut la lui donner. Ça ne peut pas attendre. Kip, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Il est resté sobre quelques jours, mais ça n'a pas duré. Je sors ce soir. Tu ne sors pas ce soir. Oui, je sors. Quelques semaines plus tard, on tente une autre désintoxication. Tu aurais dû passer à travers. À la 3e tentative, j'ai parlé aux parents de sa copine et je leur ai dit, vous gardez le bébé et moi je vais essayer de la désintoxiquer tous les deux ensemble. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai allumé la caméra. Probablement pour qu'on n'oublie jamais l'horreur à travers laquelle on est passé. Allez, j'ai besoin d'aide ici. Allez, Kip, allez. Cela a été très difficile. Non, ça n'a pas été difficile, ça a été l'enfer. Mais que voulez-vous? Il faut faire tout ce qu'on peut pour les aider. Joanna était sur le point de mourir lorsqu'elle est entrée en traitement en Californie il y a 2 mois et demi. Elle était passée de 130 livres à 80. En plus de l'héroïne, elle avait commencé à prendre de la cocaïne et elle avait développé ce qu'on appelle des bugs. C'est une hallucination, l'impression que des insectes courent sous la peau. Elle se grattait jusqu'au sang. Elle n'avait plus de cheveux, ses narines étaient pleines de plaies, et dès qu'une démangeaison apparaissait, elle se trouait la peau avec une pince à épiler. Son corps était infecté, elle était dans un état lamentable. J'ai réfléchi à notre relation. J'ai fait un examen de conscience. Je me suis interrogée sur notre famille. J'ai fait tout ce que je pouvais pour répondre à cette question. D'où est-ce que c'est venu? Je lui ai posé la question. Vous savez, ce qui arrive, c'est qu'il faut toucher le fond. Pour moi, j'avais touché le fond, mais au cours des 5 ou 6 années de consommation, j'avais touché le fond plusieurs fois. En fait, ce fond devenait pire d'une fois à l'autre. Au début, on se réunissait à l'église Sainte Mary. C'était une forme de groupe de soutien. Se sentir coupable ne mène à rien de bon.
Non, rien. Il y a des années que j'ai arrêté de m'en vouloir, mais il m'a fallu du temps. J'étais tout à fait surprise de trouver des gens dans mon quartier qui faisaient face aux mêmes problèmes que nous. Jamais nous n'aurions pensé que d'autres vivaient la même chose. Je me souviens de ce psychiatre qui a dit « Madame, je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez tant, vous avez un fils merveilleux. » Alors que je me disais que tout était de ma faute et que je m'imaginais des choses. Finalement, nous sommes arrivés à un point où nous en avons eu assez. C'est scandaleux. Notre société ne fait presque rien pour combattre la drogue. Et si nous ne nous exprimons pas, personne ne va le faire. Il est temps que quelqu'un se lève et dise « Écoutez, c'est un véritable problème de santé publique. » Est-ce que quelqu'un pourrait se rendre au conseil de ville pour faire valoir notre opinion au sujet de ces deux propositions, pour faire valoir que la dépendance est un problème de santé publique? Il est totalement ridicule qu'il n'y ait pas de traitement à long terme. Et il est tout aussi ridicule que la liste d'attente soit si longue pour chacun des traitements qui sont offerts. Nous devons convaincre les gens au pouvoir d'investir dans des programmes qui, en plus de faire économiser de l'argent, permettent aussi de sauver des vies. Voir tous ces problèmes de près font sans doute de moi un meilleur procureur. Nous avons une voix, nous exigeons des changements, nous soutenons aussi d'autres familles qui sont en crise. Travailler pour souffrir ou agir est très thérapeutique. Cela permet d'accomplir des choses concrètes à un moment où d'autres aspects de notre vie semblent n'aller nulle part. Je connais Ross depuis longtemps et nous avons été en traitement ensemble il y a quelques années. J'en ai fini avec l'héroïne. C'est la coke. Ouais, c'est vraiment ça. Et quand vient le temps de me secouer et de trouver un emploi, j'ai de la misère à me lever du divan. Je regarde tout le temps la télé. Ouais, moi aussi. C'est parce que nous consommons depuis tellement longtemps, nos cerveaux sont comme programmés à rechercher d'abord de la drogue et remettre le reste à plus tard. Mais quand c'était le temps de me procurer de la drogue, j'avais beau être malade, vomir partout, je trouvais le moyen de me lever à 6 heures du matin et d'y aller. Ouais, on peut faire n'importe quoi. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je ne dirai pas qu'il est facile pour nous de venir ici ce soir et de partager avec vous notre expérience. Lorsque mon fils va bien, il n'y a personne au monde avec qui j'aime mieux être. Mais récemment, notre fils est tombé très bas. Sa maniaco-dépression l'a entraîné dans une spirale infernale et la drogue a encore pris le contrôle de sa vie. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais actuellement, il est dans une prison à Victoria. Cela fait un peu plus d'une semaine. En tant que procureur de la Couronne, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour nous en tant que parents, c'est difficile pour notre fils. Nous aimons croire que notre maison est pleine d'amour et de joie, que cette souffrance n'a rien à faire chez nous. Mais elle peut entrer dans n'importe quelle maison, affecter n'importe quelle famille. Personne ne choisit d'être un junkie. C'est arrivé dans notre famille. Est-ce que ça pourrait arriver dans la vôtre? Il est sorti et a cambriolé un dépanneur tout près de chez lui où il était connu comme client. Il n'était pas du tout masqué. Un acte tellement stupide pour un garçon aussi intelligent, on aurait dit un appel au secours. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Je redoute le jour où il va sortir. Je crois encore fermement qu'il a besoin d'une forme de traitement intermédiaire. Je ne pense pas qu'il soit capable de s'en sortir seul à l'extérieur. On a commencé à prendre de l'héroïne, puis on allait dans des raves. On prenait beaucoup d'ecstasy, et le revendeur ne nous disait pas que c'était vraiment de l'héroïne. J'en sniffais pour 100, 200 $ par jour, puis je me suis aperçu que ça me faisait plus d'effet. Alors j'ai commencé à me l'injecter. Je me piquais dans les toilettes, partout où je pouvais, jamais en public parce que j'avais honte. Je portais toujours des manches longues.
J'espère pouvoir rester sobre cette année. Allô, Brandon? Tu viens voir papa? Papa s'est ennuyé de toi. Je sais que ça va être difficile pour lui. J'ai peur qu'il ait encore des problèmes. Parce que pour en avoir vu d'autres, je sais que ça peut prendre plusieurs essais avant de réussir. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de me faire traiter parce que je l'ai fait tellement de fois. Alors, qu'est-ce que tu crois que j'en pense? En tant que médecin, je serais très malheureux de te voir rechuter. Le taux de rechute lorsqu'il y a une dépendance aux opiacés est de 80 %. Nous voulons que tu fasses partie des 20 % qui ne rechutent pas. Peut-être pourrais-tu envisager bientôt la possibilité de passer de la cure de désintoxication au traitement à domicile. Peut-être pourrais-tu au moins y songer. Tu as fait du bon travail, Ross. On va y arriver. J'ai pris des résolutions, j'ai fait des promesses, j'ai essayé encore et encore d'arrêter. 2 jours plus tard, je me retrouvais chez le vendeur. Ce que Ross a fait jeudi dernier m'a vraiment mise en colère. Le fait qu'il soit aussi irresponsable. Que tout ce à quoi il pensait, c'était d'aller faire du ski. Et il a complètement oublié d'aller chercher sa méthadone. Et ce qui me met hors de moi, c'est qu'il trouve absolument normal, s'il n'a pas sa méthadone, de sortir et d'aller chercher de l'héroïne. De toute évidence, tu ne vois pas les choses de la même façon que moi. Lorsque je suis allé le chercher, j'étais en retard. Il était évident que nous ne serions pas là à temps. J'ai donc décidé, sur le chemin du retour, que j'allais faire le nécessaire pour qu'il obtienne son héroïne. Il y avait une alternative, qu'il passe une mauvaise nuit. Il aurait pu souffrir un petit peu au cours de la nuit, puis se lever et aller chercher sa méthadone le matin. Quand un toxicomane comme lui prend de la méthadone et qu'il s'injecte le peu d'héroïne qui s'est injecté, ça ne lui procure pas d'effet. C'est simplement un soulagement des symptômes du sevrage. Il était déjà malade lorsque je suis arrivé, déjà très malade. À quelques reprises, j'ai pensé devoir arrêter la voiture pour qu'il puisse vomir sur le bord de la route. Et tu connais son intolérance à la douleur. Jasper, come in. That's a good girl. That's a good girl. Oui, notre fils a plaidé coupable, mais le juge a eu une excellente initiative. Il a décidé de remettre la sentence à plus tard afin de lui permettre de subir des traitements. Espérons qu'avec un dossier de bonne conduite durant son traitement, il aura droit à une nouvelle sentence. Il doit toujours faire face à une sentence, mais il y a de l'espoir. Pendant le dernier mois, j'ai été occupé à faire mes emplettes de Noël, à chercher du travail, à essayer de prendre des cours, à rédiger mon CV, des trucs comme ça. Prendre soin de mon petit garçon. Dis bonjour au Père Noël. Dis bonjour. C'est dur de rester sobre. J'ai eu plusieurs occasions de consommer, mais j'ai résisté. Regarde toutes les lumières. C'est joli, n'est-ce pas? Regarde ici. J'ai remis mon annonce dans le journal et je travaille comme escorte pendant que je demeure chez ma mère. C'est bientôt prêt. J'ai recommencé la coke et l'héroïne. C'est encore la même chose. Je revis les mêmes situations. Ce n'est qu'une question de temps avant que je me fasse prendre. Je suis passée près 1 ou 2 fois. Je mens constamment. Je suis sûre qu'elle le sait. Elle n'est pas stupide.
Pour elle, c'est comme des montagnes russes. Je me rends compte qu'elle essaie vraiment parfois et je tente de l'encourager. D'autres fois, je sais qu'elle a consommé, mais je n'ai pas pu la prendre sur le fait. Je n'ai pas de preuves. Et évidemment, la règle ici, c'est tolérance zéro. Donc, si je la surprends, elle sait qu'elle devra partir. Je déteste Noël, je déteste la période des fêtes, depuis toujours. J'ai toujours détesté aller chercher l'arbre de Noël. Hey, Oui, dans la ruelle. yeah. Okay. Okay, bye. Je reviens dans une I'll be minute. back in a sec. Je vois plein d'indices qui m'inquiètent. Ce n'est pas une façon de vivre. Je me sens comme une matrone de prison. Je surveille chaque petit détail. It's my mom. Est-ce que ma mère est là? I had to run down to the Il a car, fallu I que think. je cours jusqu'au coin pour rencontrer le vendeur parce qu'il ne veut pas venir jusqu'à la maison. Il me fait faire le tour du pâté de maison et je peux pas courir. Whoa. So it's gonna be at least a year before Il faudra au moins 1 an avant que ce documentaire soit diffusé, non? I'm sure I'll tell her. Je suis sûre que je lui dirai d'ici là, I'm sure où elle m'aura mise à la porte. D'ici le mois prochain, je dirais d'ici le 2 janvier, je ne vivrai plus ici. I was. Je sais, j'allais tellement bien. And then I Puis j'ai commencé à jouer et j'ai perdu 10 000 $ et j'ai recommencé à me droguer. and I don't Je ne sais pas comment. It's like one C'est comme si j'allais d'une dépendance à une autre. food. Like you should Si ce n'est pas la bouffe, vous devriez voir la quantité de bonbons que je cache dans ma chambre à coucher. C'est l'alcool, alcool et bonbons. C'est comme une maladie. Ça n'affecte pas une seule partie de ma vie, ça affecte tout. part of my life. It affects everything. Je sais plus. It's just, I don't know. Arrêtez. Est maintenue. La présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, a déclaré qu'elle n'a obtenu aucune garantie du premier ministre quant aux modifications souhaitées à divers projets de loi. Le premier ministre Charest a pour sa part qualifié la rencontre avec la CSN de franche et constructive. Il a promis d'examiner les amendements proposés par Claudette Carbonneau. Il s'attend à ce que les manifestations de demain se fassent dans l'ordre. Les centres de la petite enfance maintiennent le mot d'ordre de fermer les garderies demain. La fermeture touchera plus de la moitié des CPE de la province, dont ceux de Montréal. 25 adolescents et 2 adultes sont arrêtés à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'opération policière visait les revendeurs de drogue des polyvalentes de Saint-Jean et d'Iberville. On a saisi d'importantes quantités de marijuana et des listes d'acheteurs. Mauvaise nouvelle pour les 640 travailleurs d'Abitibi-Consol de Port-Alfred à Saguenay. L'usine sera fermée pour une période indéterminée à compter de dimanche. Le tuteur nommé par Philippe Couillard pour diriger pendant 4 mois le Centre Saint-Charles-Borromée a rencontré les journalistes aujourd'hui. Léonard Vincent veut rétablir la confiance autant avec les patients qu'avec les employés. Une fusillade a éclaté cet après-midi à Montréal dans un immeuble à bureaux du quartier Côte-des-Neiges. 3 personnes ont été blessées, mais leur vie n'est pas en danger. 3 suspects ont pris la fuite à pied. Je crois que nous représentons la pointe d'un iceberg ici à Vancouver et sans doute à travers le Canada. Les parents, les familles et les amis de ceux et celles qui utilisent des drogues illégales, mais qui proviennent de bons foyers, de familles à l'aise et aimantes. J'ai reçu un courriel demandant si nous désirions nous adresser au comité sénatorial. Je me suis dit, mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'ils avaient entendu parler du groupe Souffrir ou Agir. Ross vous dira sans doute qu'il était plus facile d'obtenir de la marijuana avant l'âge de 18 ans que d'obtenir de l'alcool, parce que la vente de l'alcool, au moins, est contrôlée. Recherchez-vous d'autres drogues après la marijuana ou est-ce qu'on vous encourageait à expérimenter d'autres drogues? Je ne sais pas si tous les revendeurs font la même chose, mais il y en a qui fournissent la marijuana et qui, lorsque l'utilisateur se lasse, vont lui offrir de l'héroïne. Vous suivez des traitements pour abandonner la drogue? Racontez-nous un peu les défis auxquels vous devez faire face pour y arriver. Tous les jours. Ça fait 2 semaines que j'ai arrêté la cocaïne. Et chaque jour,
Je me sens tellement crispé que je crois ne plus pouvoir supporter la tension. C'est beaucoup plus puissant que mon esprit et ma raison. C'est tellement fort que ça peut me tromper, jusqu'au point de me faire rechuter lorsque, par exemple, j'entre dans une salle de toilette, parce que j'étais un utilisateur par intraveineuse, ou si j'aperçois une ceinture ou quelque chose du genre. Ça fait remonter des souvenirs intenses. J'ai été étonné de vous voir témoigner, parce que vous pourriez être mon fils. J'ai un fils de 21 ans, qui a les cheveux blonds et qui a l'air d'un joueur de football. Pratiquez-vous des sports? J'ai déjà joué au soccer, au hockey intérieur, je skie. Depuis combien de temps avez-vous arrêté? Je skie toujours, mais j'ai arrêté de jouer au soccer il y a 3 ans environ. Madame Hall, vous avez élevé un garçon courageux. Il faut beaucoup de courage pour venir ici et parler de ces choses-là. Je le crois aussi. Et vous n'avez absolument rien à vous reprocher en tant que mère. C'est du fond du cœur que je vous remercie d'être venu. Tu as été fantastique, mon chéri, vraiment. J'ai pensé que je grugeais un peu trop de ton temps de parole à toi. Je suis convaincue que c'est de toi dont les membres du comité vont se souvenir le plus. Le centre de traitement a repris Gavin, mais en moins d'une semaine, il s'était enfui de nouveau. C'est l'inquiétude constante quand il est porté disparu, quand je ne sais pas où il est. C'est qu'aujourd'hui, je sais trop bien ce qui peut arriver, combien il est facile de faire une overdose, si la drogue est de mauvaise qualité ou si l'injection est mal faite. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Gavin était porté disparu, mais nous venons de le retrouver. Il y a des gens qui appellent ce quartier l'enfer de Vancouver, de l'Amérique du Nord. Mais on retrouve aussi beaucoup d'anges gardiens qui patrouillent les rues et qui veulent vraiment s'aider. C'est une véritable communauté. Dès que je suis rentrée à la maison après avoir collé ces affiches, j'ai reçu un appel et c'était lui qui disait « Maman, je suis prêt à me rendre à la police maintenant. » Je suis allée le chercher et il était frigorifié car il avait vendu son chandail pour une roche de coke. Je l'ai donc reconduit au poste de police. Il est maintenant en prison ici, où il a peut-être été transféré à Victoria. Je l'ignore, mais j'ai l'intention de savoir. Je n'ai pas pris d'héroïne ou de coke depuis ma sortie de prison, mais je fume du pot et je bois pas mal d'alcool. Tous les jours, je dois aller chercher ma méthadone. Quel effet ça te fait? Je me sens normal. Ça me met dans un état de sevrage. Je ne l'ai vue qu'une seule fois depuis que je lui ai demandé de quitter la maison le 9 janvier. Tous les jours, je m'attends à un appel de la police, de l'hôpital, ou même d'elle me demandant de revenir à la maison. Je me dis qu'il faut que je reste forte, que je maintienne ma position parce que je ne peux pas vivre avec elle lorsqu'elle consomme. Parfois, on se dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle », mais dans son cas, pas de nouvelles, c'est une mauvaise nouvelle parce que lorsqu'elle va bien, elle me téléphone toujours. J'ai froid en dedans lorsque j'y pense. Je n'ai pas fait d'argent hier soir. Des filles m'ont chassé et ont tenté de me battre parce que je demandais moins d'argent qu'elles. Je n'ai même pas brossé mes cheveux. Ce motel est plutôt effrayant. Il y a des gens qui viennent cogner à ma porte, qui cognent à ma fenêtre, mais c'est l'endroit le moins cher en ville. Et j'ai été expulsée de tous les autres. Depuis le coin Victoria et Kingsway jusqu'ici, je les ai tous faits. Et ils m'ont tous expulsée. Alors je me retrouve ici et ils ne m'ont pas jeté dehors. Ce sont des gens bien. C'est difficile de trouver des gens bien. Je vais avoir l'air d'une droguée. Je ne peux plus le cacher. Un instant, je vais déposer ça dans un cendrier. Je suis toujours écolo.
Je recycle encore. J'ai toutes sortes de réactions de gens que je connais, même au travail. Quelqu'un m'a dit « Oh mon Dieu, ne lui ferme pas la porte, sinon elle deviendra une prostituée. » J'ai répondu « Elle en est déjà une. C'est ce qu'elle fait et elle vit dans ma maison. Ça ne fait que faciliter le genre d'activité qu'elle entretient. » En fait, tout ce que je peux faire pour l'aider, c'est d'espérer qu'elle descendra assez bas pour qu'elle décide elle-même de changer. Et c'est un risque énorme. Ça pue ici. J'ai besoin d'héroïne. Ça, c'est du crack. C'est de la coke cuite. J'ai besoin de quelque chose pour descendre. Il faudrait que j'aille aux toilettes. Je suis malade. Il me faut quelque chose pour descendre et ça, c'est l'héroïne. Je suis sûre que vous savez ça. En un sens, le nœud de tout ce problème, c'est que la société croit que la toxicomanie est une question de choix. On croit qu'un toxicomane peut tout simplement se métamorphoser et dire « plus jamais je ne toucherai à ça », parce qu'il a un jour décidé de le faire. La vérité, c'est que oui, il y a eu un mauvais choix au départ, une mauvaise décision a été prise. Mais une fois cette décision prise, il n'est plus question de choix. Il se retrouve sous l'emprise de quelque chose de beaucoup plus puissant que lui, et la notion de choix n'existe plus. J'arrive à tenir de plus en plus longtemps, 4 jours, 6 jours, 10 jours. Puis, quand je fais une rechute, je suis déchiré, littéralement. Je dis que je fais une rechute, mais est-ce que j'ai déjà vraiment arrêté, mentalement? Je fais des passes chaque jour. Je fais la rue, je fais des passes pour pouvoir m'acheter de la drogue. La drogue vient avant tout, avant la bouffe, avant un endroit où dormir. Ta vie, c'est faire de la drogue. Mais il y a une partie de toi qui voudrait échapper à tout ça, la dope, les passes. Mais où est-elle? Où est-elle? Pour l'instant, ta dépendance la cache. C'est pareil pour moi. Mais je pense que tu as besoin d'aide. Je ne pense pas que tu peux t'en sortir seul. Mais tu sais, je suis sûr que tu peux arrêter. Je sais que tu peux arriver à te désintoxiquer. Comme ça, tu n'aurais plus à te cacher. Il n'y a aucune raison pour que tu continues à te sentir comme de la merde. Il faut que j'y aille. Je suis désolée, je suis trop malade. Je dois y aller. J'espère qu'elle arrivera un jour au point où la drogue n'arrivera plus à cacher ce dont elle a peur. J'espère qu'un jour, elle y fera face. Cette cabane a été importante pour moi parce que je l'ai construite avec mon meilleur ami. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort d'une overdose? Oui, il est mort d'une overdose. Ma sœur l'a trouvé mort. Toute l'affaire est encore très difficile pour nous. Il venait juste d'avoir 20 ans. Le jour où j'ai appris sa mort, j'ai décidé d'en finir avec la drogue. Tu es sobre depuis ce moment-là? Ouais, depuis 2 ans. J'ai fait quelques tripes et des trucs comme ça, mais j'ai commencé à prendre de la méthadone le jour où je l'ai enterré. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais appuyé un projet de site d'injection supervisé. J'étais tout à fait mal à l'aise avec l'idée d'un endroit où des toxicomanes pourraient s'injecter du poison dans le corps. J'avais l'impression d'encourager cette pratique. Toutefois, j'ai fait beaucoup de chemin depuis 2 ans et aujourd'hui, je sais que c'est un endroit où on peut garder les toxicomanes en vie. C'est une première étape vers un traitement en plus des contacts humains. J'espère maintenant que le Conseil adoptera cette proposition pour un site d'injection sécuritaire. Le seul mot injection me donne encore des frissons. Le matin, quand j'entre dans la salle de bain et que j'aperçois une seringue usagée et que je réalise qu'un de mes fils a encore fait une rechute, c'est comme si je venais de recevoir un coup de poing. Ma seule raison de continuer est de les garder en vie. J'entre en traitement pour ma dépendance à la cocaïne. Je suis très fier de toi. Je dois le faire.
J'ai eu quelques mauvaises journées. J'avais de l'argent en banque et je suis descendu dans le centre-ville. Lorsque je commence, je ne sais plus m'arrêter. Did seeing Johanna have anything to do with it? Probablement que non. En fait, lorsque je vois Johanna, elle me fait l'effet inverse. J'ai envie d'être sobre, plutôt que de me droguer. Cela fait une semaine aujourd'hui que je l'ai conduit en désintoxication. Son médecin traitant lui a trouvé un lit au centre des intoxications de Vancouver, ce qui est très difficile à faire. Aujourd'hui, nous nous rendons à un centre de traitement. Je m'en fais pour Johanna, tu sais. J'espère qu'elle va aller en traitement et prendre du mieux, parce que je sais qu'elle en est capable. Elle n'est vraiment pas elle-même ces jours-ci. Pour l'instant, elle a l'impression qu'aller en désintoxication ou recevoir un traitement est une autre forme de punition. Comme si avoir une dépendance ne suffisait pas. Je devrais être plus prudent lorsque je sortirai cette fois. Tu vas me manquer. Tu peux venir me voir dans une semaine. Aujourd'hui, Gavin reçoit sa sentence à Victoria. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. C'est tellement gentil de ta part de venir avec nous. Je suis vraiment reconnaissante. Évidemment, ce que nous espérons, c'est que Gavin soit condamné à suivre un traitement. Nous ne pouvons que prier, croiser les doigts, invoquer les esprits, je ne sais trop. C'est tout ce que nous pouvons faire. Emprisonner ces jeunes n'est pas du tout dans l'intérêt public à long terme. L'intérêt public sera mieux servi si nous pouvons sortir ces jeunes de l'enfer de la drogue qui les conduit à commettre ces crimes. Notre fils a été condamné à la prison. Une sentence de 12 mois, suivie d'une période de probation. Ça aurait pu être pire, mais c'est quand même tout un choc de savoir qu'il va se retrouver en prison. Je sais, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Ce que nous craignons, c'est qu'en prison, il cède au désespoir. Et en prison, il va céder à la tentation de la drogue. Comme elle est invisible, l'héroïne est la drogue la plus facile à prendre en prison. Puis, on en arrive à l'échange de seringues et lorsqu'on est désespéré et qu'on a tout abandonné, on se dit « à quoi bon ?» Quand je le vois qui va se retrouver en prison, quand je le vois parler avec autant d'éloquence au juge, quand je vois le garçon que j'aime et à qui je rêve souvent, je trouve cela très dur. J'imagine l'impact que tout ça aura sur la famille et sur mes filles. Il ne reverra peut-être jamais plus son grand-père, qui sait. Même son chien. Vous savez, une foule de petites choses comme ça me passent par la tête. C'était mon meilleur ami. Cela fait maintenant presque 2 ans qu'il est parti. Ça fera 2 ans le 16 mai. Il me manque beaucoup. J'aimerais qu'il soit encore là et qu'il voit à quel point je me porte bien. Je ne touche plus à la drogue et je prends ma méthadone. Merde, ce n'est vraiment pas juste qu'il ne soit plus là. Ça fait 3 mois qu'on s'est vus. J'ai changé, j'ai perdu beaucoup de poids. Quand je me réveille le matin, j'ai non seulement besoin d'héroïne et de cocaïne, mais j'ai aussi besoin de sucre et d'une cigarette. Ça fait beaucoup de trucs dont j'ai besoin. Je travaille maintenant comme pute. Plus question d'escorte, de compagne.
or companion or anything Ou d'un autre mot gentil du genre. nice sounding, but yeah. Non, je suis une vraie pute. Okay, yeah, this is Voici ma veste de pute, c'est ma marque de commerce. my advertising. Voilà mes chaussures. Et je porte aussi des bottes, des trucs ordinaires. Shoes, whatever. C'est beaucoup mieux avec un soutien-gorge rembourré et une mini-jupe. J'ai l'air très différente avec beaucoup de maquillage. I made $400. J'ai fait 400 $ hier soir, il ne me restait plus rien. to my name, so. Mais j'ai payé mon loyer pour la deuxième fois. J'ai parlé à ma mère tout à l'heure. Je l'appelle tout le temps et je raccroche. On dirait que j'aime bien harceler les gens. Elle m'a téléphoné le jour de la fête des mères. Elle m'a dit « Bonjour maman, bonne fête des mères ». Je lui ai répondu que je parlais déjà à sa tante sur une autre ligne et que je la rappellerais. Elle m'a dit « Oh non, c'est moi qui vais te rappeler. Je t'aime ». Puis elle a raccroché. Depuis, elle n'a jamais rappelé. C'est plus facile pour eux si je consomme. Ils ont une bonne excuse pour me crier après et se mettre en colère, une bonne excuse pour justifier l'état de nos relations. À l'occasion, j'arrive à demeurer calme. La nuit, bien souvent, je reste debout à pleurer à chaudes larmes en me demandant où elle se trouve. Ça, c'est nous, juste avant que je commence à prendre de l'héroïne. Et voilà des photos que quelqu'un a prises de moi l'autre jour. Je me trouve plutôt bien sur chacune de ces photos. Si ça ne vous dérange pas, donneriez-vous celle-ci à ma mère? Je vais écrire un mot à l'arrière. Chère maman. Elle a beaucoup maigri. Elle n'a pas trop de plaies d'après ce que je peux voir, mais elle est très habile à les camoufler avec du maquillage, alors je ne sais pas trop. Elle dit « Chère maman ». Tu me manques beaucoup et je vais essayer de te rembourser et réparer tout ce que j'ai fait. Elle me manque aussi. Je vais tenter de rester en dehors de ta vie jusqu'à ce que j'ai quelque chose de positif à te montrer. Tu as fait tout ton possible pour m'aider et je ne te blâme pas et ne te tiens pas responsable de mes choix. Il faut que ça débloque. Je t'aime et j'essaie de rester en santé. Je t'aimerai toujours, Joanna Carter. Mais je ne sais toujours pas ce qu'il lui faudra pour se décider à changer. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je suis physiquement intoxiquée par la drogue et aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi j'en prends. Je ne sais même pas ce que je ferais maintenant si je ne prenais pas de drogue. Je frémis aujourd'hui lorsque je me rappelle les années où j'étais procureur de la couronne à la cour juvénile. Je jugeais chacun des gestes d'un jeune en fonction de sa mauvaise situation familiale. De toute évidence, pour moi, les parents devaient avoir fait quelque chose de mal. Je souhaitais que notre histoire soit la plus banale, qu'elle soit tout simplement une histoire heureuse, qu'il n'y ait pas eu de rechute. J'espère que mon fils ne rechutera jamais plus. Mais je regarde d'autres membres de notre groupe qui se battent depuis des années et je sais que ce sera un combat de tous les instants. Hey, tu veux jouer au camion? Viens dans mes bras. J'ai fait quelques rechutes, mais je suis retombé sur mes pieds. J'ai remarqué que j'ai de la difficulté à contrôler mon tempérament. J'ai travaillé pendant un certain temps, mais je cherche un emploi nouveau pour aider ma mère. Alors, je me sens bien. Cette fois, Ross est resté au centre de traitement 2 semaines et demie. Mais il a dû partir parce qu'il avait fumé une cigarette dans sa chambre à coucher. On s'est dit, ça y est, ça recommence. Nous nous sommes aperçus que la chose la plus difficile à vivre lorsqu'on s'implique avec un toxicomane, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui ne finit jamais.
Même si la personne réussit à guérir, le risque de récidive est tellement élevé. Il faut donc vivre un jour à la fois, s'estimer chanceux et avoir confiance en l'avenir. Si je réussis à aider une autre famille ou un autre enfant à ne pas traverser ce que nous avons vécu, si je réussis à faire changer la perception des gens ou à faire évoluer certaines politiques, alors je saurai que ce n'était pas en vain. Les grands reportages vous ont été présentés par GM. Il fait le point sur les pourparlers avec Jean Charest et les CPE dénoncent la hausse des tarifs en garderie. La part des choses, ce soir 22h sur RDI. Avec les dernières années, on avait l'impression qu'on avançait beaucoup dans le dossier. Tandis que maintenant, avec les nouvelles mesures, si elles sont vraiment appliquées, on va avoir l'impression de reculer de 10 ou 15 ans. Pourtant, les portes de Fanfan Soleil demeureront ouvertes demain. Le CPE a décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de son association pour éviter de pénaliser les parents. Ce qu'on a choisi, le conseil d'administration et moi, c'est plutôt de garder le service ouvert, mais par contre, de demander aux parents qui le peuvent, qui sont en situation de le faire, de garder leur enfant à la maison. Fanfan Soleil protestera tout de même à sa façon, en envoyant un cadeau particulier au gouvernement Charest. On a décidé, nous, de manifester d'une affaire plus concrète, plus visuelle, de se dire, bon, on vous donne notre chemise, voulez-vous un chausson aux pommes avec ça? Maman! J'arrive! La garderie n'est pas la seule à demeurer ouverte. À Trois-Rivières, on a décidé de miser sur la sensibilisation de la population et sur la promotion des CPE plutôt que sur la fermeture. Je peux pas croire qu'avant, on n'était pas capable de se payer ça. Vraiment, là, je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Dans certaines régions du Québec, tous les CPE seront ouverts, notamment en Mauricie, en Outaouais et dans le centre du Québec. Dans de nombreux cas, cependant, les garderies comme le Carrefour fermeront leurs portes et les parents sont tout à fait d'accord. Demain, je serai à la manifestation avec mes enfants. Comme j'étais dans la possibilité de garder mon enfant à la maison, je me suis proposé de garder également d'autres enfants qui en avaient besoin parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables de prendre une journée. Jusqu'à présent, on estime que près de 500 CPE sur 824 seront fermés demain. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Les syndiqués nous ont donné aujourd'hui une petite idée de ce qu'ils préparent demain. Les travailleurs de la santé de plusieurs villes, dont les médecins et les infirmières, sont sortis dans les rues. Ils protestent surtout contre le projet de loi 25 qui prévoit le regroupement des hôpitaux, des CLSC et des CHSLD d'un même territoire. Luc Lapierre fait le tour des manifestations du jour. De Montréal à Québec, en passant par le bureau de comté du premier ministre Charest à Sherbrooke, ils se voulaient plus ou moins nombreux, mais partout présents. Des manifestations qui, elles aussi, visaient à dénoncer le projet de loi 25 du gouvernement Charest sur la réorganisation des services en santé. Le ministre nous invite à nous pencher une fois de plus sur les structures, mais ne propose rien sur les services à domicile, ne propose rien pour améliorer les services à la jeunesse, ne propose rien pour améliorer l'accès aux services médicaux. C'est là les problèmes ce sont les problèmes que la population souhaitait régler quand le gouvernement disait « nous serons le gouvernement de la santé ». Parmi les manifestants, un médecin qui en interpelle un autre, aujourd'hui ministre de la Santé. Avant de devenir ministre, il était membre de la Coalition des médecins pour la justice sociale. J'ose espérer qu'il est plus haut, en fait, différent des autres politiciens qui font parfois ça pour garnir leur CV. Autant de manifestations qui n'étaient en fait qu'un avant-goût de la grande journée de perturbation syndicale annoncée pour jeudi.
Ainsi, pour le seul centre hospitalier universitaire de Montréal, qui regroupe les hôpitaux Notre-Dame, Saint-Luc et l'Hôtel-Dieu, près de 3000 rendez-vous annulés et pas moins de 75 chirurgies reportées. À l'urgence du CHUM, on suggère même aux victimes de blessures mineures d'aller ailleurs. Lorsque un hôpital demande au public de se présenter dans d'autres urgences, c'est évident que les partenaires du réseau trouvent ça un peu moins drôle, c'est sûr, oui. Même si, de façon générale, on indique que le travail doit continuer de s'effectuer normalement jeudi dans les services publics, le Conseil des services essentiels veille au grain. Une journée qui servira sans doute de baromètre de la mobilisation contre le gouvernement Charest. Luc Lapierre, Radio-Canada, Montréal. À venir au téléjournal, une proclamation royale, mais pas d'excuses pour les Acadiens. Eh bien, le Canada va payer cher pour avoir refusé de participer à la guerre en Irak. Les États-Unis ont décidé d'exclure de l'attribution des contrats de reconstruction les entreprises des pays opposés à la guerre. Le prochain premier ministre, Paul Martin, entend demander des explications à Washington. Le reportage de Martine Biron. Des maisons démolies, des routes en piteux état, des systèmes électriques, d'aqueducs ou de communication à refaire partout dans le pays. La guerre qu'a menée les États-Unis contre l'Irak les oblige maintenant à reconstruire. Sur la table, 26 contrats d'une valeur de plus de 18 milliards de dollars et demi américains. Mais les entreprises canadiennes ne pourront pas soumissionner. C'est notre argent, dit le porte-parole du président Bush. Les Américains ont publié une liste qui compte 63 pays qu'ils estiment admissibles pour participer aux appels d'offres. Et le Canada n'est pas sur la liste. Bien, je ne comprends pas. Lorsqu'on regarde, d'une part, que le Canada a contribué au-delà de 300 millions de dollars pour la reconstruction de l'Irak, que deuxièmement, que nos troupes sont en Afghanistan, et qu'on joue notre rôle. Mais un rôle insuffisant, disent les Américains. C'est que le Canada a dit non aux États-Unis et n'a pas participé à la guerre en Irak. Et si les Canadiens veulent éviter ce genre de sanctions économiques, Washington les invite à se rallier. Countries want to participate with those efforts that are going on in Iraq, that circumstances can change. La France, l'Allemagne et la Russie, qui ont aussi refusé de participer à la coalition américaine, sont également absents de la liste, ce qui a soulevé un tollé de protestations. Nous sommes étonnés, choqués, a-t-il dit. Aujourd'hui, les Américains sont dans une impasse. Donc, il me semble qu'en essayant d'écarter la France, comme le Canada et comme l'Allemagne, eh bien, ils s'enferrent, ils continuent dans l'erreur. Et l'Europe entend s'assurer que cette décision n'est pas contraire au droit international de la concurrence. Entre-temps, le prochain premier ministre a bel et bien l'intention de demander des explications à l'administration Bush. Et si l'amélioration des relations avec les États-Unis est une des priorités de Paul Martin, il sera peut-être obligé d'adopter la même attitude que son prédécesseur Jean Chrétien. Martine Biron, Radio-Canada, Ottawa. Eh bien, pendant que les entreprises canadiennes voient des contrats leur passer sous le nez en Irak, 640 travailleurs du Saguenay, eux, voient leur emploi disparaître. 7 revendeurs de drogue arrêtés dans des polyvalentes. Paul Martin recrute chez les conservateurs mécontents. Soyez à l'écoute. Dimanche à Culture Choc. L'explosion des naissances dans le Nunavik. Est-ce que les différences culturelles chez les Inuits peuvent expliquer un taux de naissance près de 3 fois supérieur à la moyenne du Québec? Culture Choc, dimanche 13h30 sur RDI. Plusieurs ont reconnu que le problème de la drogue était cuisant depuis un bon moment dans ces 2 établissements scolaires. 80 policiers ont procédé à l'arrestation de 27 personnes sur les 33 suspects potentiels, 25 élèves et 2 adultes pour l'instant. Le trafic se faisait à grande échelle, très grande échelle même, au point où d'ailleurs des listes de clients et des listes de dettes de drogue ont été saisies par les policiers, au point aussi où plusieurs jeunes se sont même déclarés prêts à prendre la relève des revendeurs arrêtés. Une fois que leur clientèle était faite, les gens allaient les rencontrer directement puis achetaient, soit un peu à l'extérieur de la polyvalente ou dans des endroits isolés des 2 polyvalentes. Chez les enseignants, c'est un certain soulagement, pour ne pas dire un soulagement certain, même chez celui-ci qui a été un des premiers à dénoncer à l'intérieur de l'école le trafic de stupéfiants.
Ce que je déplore beaucoup, c'est que j'ai travaillé tout seul. Il y a beaucoup de mes confrères de travail ont caché l'existence et en ont pas parlé. Je me suis retrouvé tout seul. J'en ai payé un petit peu de ma santé, de mes amis. Je suis content qu'il y ait des parents, par exemple, qui se sont joints à moi. Comme parent, je trouve que l'intervention est à point. Il est temps qu'on en fasse. Et comme commissaire, je dis au moins l'administration, la commission scolaire réagit, puis prend des actions concrètes. Là. Des accusations de complot, trafic de stupéfiants et de menaces et voies de fait, même dans certains cas, ont été portées contre les 27 suspects arrêtés. Les policiers de Saint-Jean n'excluent pas pour autant que d'autres arrestations chez des adultes puissent être effectuées dans les heures, sinon dans les jours qui viennent. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Saint-Jean, sur Richelieu. Et de retour à Montréal, où des patients en psychiatrie vivaient dans une maison insalubre. Aujourd'hui, on se demande encore qui est responsable. L'hôpital Jean Talon, qui a référé les gens là-bas, s'en lave les mains. Mais la direction a tout de même dépêché 2 équipes ce matin pour faire la tournée des centres d'hébergement privés. Jean-Hugues Roy. Les professionnels de l'hôpital Jean Talon rendaient régulièrement visite aux patients du foyer clandestin et insalubre du quartier Villeray. Un intervenant social avait fait une dernière visite l'été dernier, mais n'avait rien vu d'alarmant. La direction s'explique mal ce qui a pu se passer entre-temps. L'explication la plus plausible dans ce cas-ci est que l'état de la résidence s'est détérioré rapidement au cours des derniers mois pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais qui seraient liées à la situation personnelle, apparemment, de la propriétaire. Nous avons tenté de retracer la tenancière en parlant au propriétaire de cette voiture qui se trouve dans la cour arrière du foyer de la rue Tillemont depuis l'évacuation de vendredi. La conversation a cependant été de courte durée. Je travaille avec Radio-Canada et je vais parler de la maison. Mais quelles que soient les responsabilités de la tenancière, les groupes de défense des bénéficiaires estiment que c'était à l'hôpital d'agir plus rapidement. Je trouve que c'est un peu facile de se déresponsabiliser en disant que c'était des personnes autonomes quand l'hôpital a pris des moyens, a aidé ces personnes-là à se trouver un logement. Donc, c'est qu'il y avait une situation de vulnérabilité à quelque part. Sur tout le territoire de la régie, ces prochains jours, des équipes vont inspecter les foyers privés avec le mandat d'aller voir partout, même dans les frigos. Les propriétaires des foyers qui cacheront quoi que ce soit se verront retirer des listes de référence. Une mesure qu'applaudit cette tenancière de 2 foyers privés de Saint-Léonard. Mais elle souhaiterait que la régie aille plus loin. Les gens vont jamais voir les dessous. Qu'ils nous arrivent à l'improviste, qu'ils fassent pas de visite prévenue d'avance, que ça n'existe pas, ça. Qu'ils nous arrivent et disent « Si t'as rien à cacher, là, les gens vont nous arriver comme ça, puis on n'aura pas peur. » Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal. Un autre député fédéral passe du bleu au rouge. Le député conservateur Scott Bryson de Nouvelle-Écosse se joint les rangs des libéraux de Paul Martin. Le chef de l'ancien Parti conservateur, Peter MacKay, accepte mal cette défection, d'autant plus qu'il s'agit du 4e député à claquer la porte depuis la fondation du nouveau parti de droite. Daniel Lessard. Paul Martin n'a pas hésité à s'afficher aux côtés de sa nouvelle recrue, ce qu'il n'avait pas fait avec Robert Langto. Scott Bryson, c'est une très grosse prise pour les libéraux. Et il vire capot pour une seule raison, Paul Martin. I believe Paul Martin will be an exceptional Prime Minister of Canada. Paul Martin s'indigne quand on lui dit que Scott Bryson devient libéral parce que son parti s'en va vers la droite. Nous ne sommes pas un parti dogmatique, ni de droite ni de gauche, mais nous sommes un parti centriste qui reconnaît fondamentalement qu'il faut être financièrement capable d'aider les moins nantis. Réaction virulente des conservateurs, Scott Bryson est un traître, dira Peter MacKay. A completely cynical, manipulative move by Mr. Bryson to enhance his own personal career ahead of those of his constituents. Chose certaine, d'autres conservateurs pourraient imiter Scott Bryson. André Bachand, oui, mais aussi Rick Borotic du Manitoba, le premier à applaudir quand Bryson et Martin se sont serrés la main. Malgré cette bonne nouvelle, Paul Martin a senti le besoin de réunir son caucus d'abord pour présenter Scott Bryson. On est heureux que vous êtes avec nous, que vous avez rejoint le parti de votre grand-père.
Mais aussi pour dire aux députés que plusieurs d'entre eux seront déçus de ne pas être dans le cabinet et pour rassurer les autres. Il n'y a pas de ménage. Il n'y a pas de ménage, mais plusieurs femmes députées sont inquiètes. Le sourire forcé de Sheila Copps en dit long. Paul Martin ne veut plus d'elle. Il lui a offert un poste qu'elle a refusé. Plusieurs autres femmes députées craignent de se faire souffler leur comté par les partisans de Paul Martin, qui se veut rassurant. Que nous voulons augmenter le nombre de femmes qui non seulement sont candidates, mais sont candidates dans des comtés que nous allons gagner, c'est-à-dire des femmes qui vont gagner, qui vont devenir députées. Ce qui a fait dire à une députée que la véritable bataille se déroulera lors des mises en candidature et non pas lors des élections. Daniel Lessard, Radio-Canada, à Ottawa. C'est un succès sans précédent. La radio française de Radio-Canada a obtenu cet automne le meilleur résultat d'écoute de tous les temps. Plus d'1 million d'auditeurs à travers le Canada, une augmentation de 9 % par rapport à l'automne dernier. Entre autres, avec ses émissions du matin, la première chaîne devient le numéro 1 dans le marché francophone de Montréal. En région, les résultats sont également excellents. Les bulletins de nouvelles et les grands rendez-vous de l'information atteignent cette année des niveaux jamais vus lors de ce sondage semestriel de BBM. Au point, pour ou contre la sous-traitance dans le secteur public, le président de la FTQ et le ministre du Travail s'expliquent. On s'en va dans une spirale à la baisse, même parmi nos travailleurs et nos travailleuses de sous-traitance. Les conventions collectives sont au-dessus du Code du travail et c'est les conventions collectives qui s'appliquent. Le ciel a bien changé depuis décembre 1903. Pour marquer les 100 ans de l'aviation, RDI diffusera l'exploit des frères Wright répété en Caroline du Nord avec une réplique de leur appareil. On rappellera aussi les grandes réalisations canadiennes du premier vol en 1909 en Nouvelle-Écosse jusqu'à l'ère supersonique. Toute une journée consacrée à la conquête du ciel, le 17 décembre sur RDI. Je l'ai. Obtenez le rendement supérieur d'un appareil Coolpix de Nikon. Maintenant avec une garantie canadienne de 2 ans. Près du château Frontenac, découvrez le Gambrinus, le restaurant qui vous offre l'Italie plus vraie que nature. L'ambiance, le charme de Sophia Loren. Le service, attentionné, courtois, possédant autant de style qu'une Ferrari. La cuisine, divine comme un soleil de Méditerranée. Le Gambrinus, un souvenir gastronomique, authentiquement italien, rue du Fort, Vieux-Québec. La nouvelle carte platine de la Banque nationale. Plus flexible, plus généreuse, plus excitante. Êtes-vous assez opportuniste pour en profiter? Les 5 premiers DVD de Un gars, une fille sont maintenant disponibles. Près de 4 heures d'émission intégrale et d'extra sur chaque DVD. Oh, que c'est bien fait, il y a même un menu! Ben oui. Ben oui, mais il est où le menu? Il est là. Oh, je pensais qu'il donnait une recette. C'est lui. Le direct, ça tue l'analyse. Au contraire, il n'y a pas d'analyse sans observation. Le direct nous permet de mieux observer, de mieux comprendre aussi les différentes régions du pays. Du direct, du contenu, du cœur. C'est ça, RDI. On ne sait plus trop qui croire. En information, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'important, c'est que vous ayez accès à différents points de vue. Du direct, du contenu, du cœur. C'est ça, RDI. Presque 250 ans plus tard, la déportation des Acadiens devient un fait historique officiel. C'est ce que consent à reconnaître le gouvernement canadien par le biais d'une proclamation royale. Pas question toutefois de confirmer les torts causés aux Acadiens et encore moins d'exiger des excuses de la couronne britannique qui avait pourtant ordonné le grand dérangement en 1755. Le reportage de Denis Martin-Chabot. Caraquette, prise dans la glace, a l'air figée dans le temps. Ça va! Mais sur la glace de l'aréna, le temps passe à grands coups de patin. Pas question de se laisser figer par l'histoire.
même celle du grand dérangement, et même si la reine d'Angleterre s'en excusait. Parce que qu'elle s'excuse ou qu'elle s'excuse pas, je pense que le mal est fait, puis que ce qui a été fait dans le passé ne peut pas vraiment être réparé. On doit vivre avec ça. Ottawa peut donc vivre avec une proclamation royale qui reconnaît que la déportation est un fait historique, pas plus, pas moins. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans le passé, ni d'exiger des excuses de responsables qui n'existent plus. Pas question non plus de reconnaître les torts causés aux Acadiens. Les fonctionnaires du ministère de la Justice s'y sont opposés par crainte de poursuites pour compensation. Bien, c'était difficile parce qu'on a toujours le département de justice qui veut mettre le bâton dans les roues, là. Tout cela à la grande déception de cet historien. Et je trouve qu'il n'y a pas tellement de choses à fêter dans cette proclamation-là. Il faut lire entre les lignes, répond le président de la Société nationale de l'Acadie. Mais dans le fond, quand vous lisez le texte, c'est tout à fait clair que c'est une reconnaissance des torts qui ont été causés aux Acadiens. Sur la glace de Caraquette, l'action continue et on s'arrange avec tout cela. Il n'y a jamais rien eu qui a été fait pour ça. Là, je veux dire, aucun pardon, rien tout. Ça peut prétendre que quelqu'un s'en occupe, là, puis je trouve ça bien correct. Il aime aussi l'idée que le 28 juillet soit déclaré journée commémorant le tragique événement. Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Caraquette. Sur les pancartes des syndiqués qui vont prendre la rue demain au Québec, vous verrez entre autres « Non à la sous-traitance » parce que les modifications proposées à l'article 45 du Code du travail viennent changer les règles du jeu. Le projet de loi soulève la colère des syndicats, mais le gouvernement tient à adopter la législation dans les jours prochains. Alors, qu'est-ce qui risque de changer dans la vie des travailleurs? Henri Massé de la FTQ et le ministre du Travail, Michel Després, répondent à nos questions. Mais d'abord, voici quelques explications de Dominique Poirier et Christine Campestre. Jean-Yves Archambault est un sous-traitant. Il possède une PME spécialisée en haute technologie. Sa tâche, moderniser, donc informatiser des équipements devenus vétustes. Il a réussi à décrocher à la Ville de Montréal de nombreux contrats, dont celui-ci, mettre à niveau l'une des usines de traitement des eaux. Mais les temps sont durs pour les PME, dit-il, surtout parce que les règles de la sous-traitance sont trop rigides. Dans mon domaine d'application, l'automatisation en haute technologie, de voir mes compétiteurs fermer leurs portes les uns après les autres, et sans aucun doute, pour moi, un symptôme qu'on est dans un système qui mérite amélioration. C'est bizarre, j'ai la même copie ici, ça fonctionne. Parce que dans ce cas-ci, il s'agit d'emplois hautement spécialisés, Jean-Yves Archambault n'a pas eu trop de difficultés à faire affaire avec la Ville et le syndicat des cols bleus. Mais c'est presque une exception selon lui, puisque l'article 45 du Code du travail nuit en général à son entreprise. Il y a des moments où vous n'avez pas pu obtenir le contrat parce que l'article 45 s'appliquait? En fait, il n'y a personne qui va nous confirmer que l'article 45 était l'obstacle majeur. Il y a certains clients qui m'ont déjà confirmé que pour acheter la paix, ils préféraient payer plus cher des services d'ingénierie conseil en Ontario ou aux États-Unis parce qu'ici, la situation pouvait être délicate. Pourtant, ce fameux article 45 qui déchire actuellement le gouvernement et les syndicats a 42 ans. Deux mesures que nous avons particulièrement à cœur de mener à bien et dont la réalisation s'impose dans le Québec nouveau. Jean Lesage, en 1961, a voulu protéger les travailleurs québécois qui, trop souvent, perdaient leurs acquis syndicaux